le général Oligui Nguema Brice a été désigné à l'unanimité président du comité pour la transition et la restauration des institutions. Finalement, le coup d'État au Gabon était un coup de théâtre. Avant-hier, déjà, quand le monde apprenait qu'il y avait un coup d'État, Kémy Séba a fait une vidéo courte, assez courte, et vidéo avec laquelle je suis assez d'accord même, pour expliquer que le général Brice Oligui, qui est le visage de ce coup d'État, avait deux choix. Soit il rend le pouvoir à Ondosa, parce que celui-ci était démocratiquement élu, bien qu'il ne soit pas le plus à même à diriger. Parce que soyons honnêtes, je ne pense pas qu'il soit mieux que les Bongo. Mais bon, il a été démocratiquement élu. Je suis tellement pas d'accord avec ce système. Ou alors le général Brice Oligui peut faire la même chose que ceux qui sont actuellement acclamés par toute l'Afrique. Je parle bien des personnes comme Assimi Goïta ou encore Ibrahim Traoré. Nous disons au frère Oligui qu'il a deux options. Soit donner la voix et soit donner le pouvoir à Ondo, qui était le candidat de l'opposition, ou alors de suivre la voie de ceux que nous connaissons, en l'occurrence évidemment les entités telles qu'Assimi Goïta ou Ibrahim Traoré. Dans les deux cas, tant que la voie de la souveraineté du peuple est respectée, tant que la voie de l'autodétermination, de la résistance au colonialisme est respectée, nous serons à ses côtés. Si par contre, le frère Oligui suit la voie de Damiba en se soumettant aux intérêts français, qu'il sache que de la même façon qu'il est arrivé, il risque de partir. Parce que le peuple n'acceptera pas d'être trahi. Nous disons et nous encourageons le frère Oligui à suivre la voie de l'autodétermination, à suivre la voie d'Assimi Goïta, à suivre la voie d'Ibrahim Traoré. Eh bien, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes à Taméry aujourd'hui au XXIe siècle. Ceux qui croyaient être tout-puissants et qui pouvaient asphyxier les citoyens africains, qu'ils sachent qu'eux-mêmes sont des citoyens africains potentiels et que s'ils manquent de respect à la majorité du peuple, on va les démettre de leurs fonctions. Pour ceux qui n'ont pas compris, Taméry signifie la terre d'Imana, ce que nous appelons à tort Dieu. Donc, si je veux traduire de manière très archaïque, on va dire la terre de Dieu. Mais c'est Imana, ce n'est pas Dieu. Bref. Commençons par le confirmer. Il y a effectivement eu un coup d'État au Gabon, mais la famille Bongo n'est pas tombée. Ce coup d'État ressemble un peu plus à une dispute familiale entre deux factions d'une même grande famille. Je ne dis pas de ce coup d'État que c'est un théâtre parce qu'il n'est pas réel, mais parce que c'est une diversion. Il retire ce truc. J'avais déjà émis l'hypothèse que ce soit juste une manière de calmer les tensions en faisant partir une personne que le peuple ne veut clairement plus. La preuve que le peuple ne voulait plus d'Ali Bongo, c'est qu'un candidat, juste en répétant qu'il ne faut plus de Bongo, a réussi à gagner une grande sympathie auprès des électeurs. Juste en répétant ça, plus de Bongo, plus de Bongo, plus de Bongo. Il n'a fait que ça. Donc une chose est certaine, c'est que le Gabon ne voulait plus d'Ali Bongo. Ça, c'est sûr. Mais le problème n'est pas Bongo. Lui et les gens comme lui ne sont que le visage du système. Le problème, c'est le système qui étouffe le peuple qui a un des plus gros potentiels du monde. D'ailleurs, quelques heures après la chute d'Ali Bongo, celui-ci faisait déjà une vidéo où il appelait à l'aide en anglais. Ali Bongo Ondimba, President of Gabon, and I'm to send a message to all the friends that we have all over the world. To tell them to make noise. Cette situation me rappelle celui de Bazoum, l'ancien délégué de la France au Niger. Bongo prétend être l'élu de la nation, mais c'est aux étrangers qu'il demande de l'aide au lieu de demander de l'aide à sa population, vu qu'il est l'élu. C'est quoi cette affaire où vous avez des problèmes? Au lieu de demander de l'aide à votre famille, vous allez demander de l'aide aux étrangers. Bongo et son gouvernement savent très bien qu'ils sont de fidèles serviteurs de la France. Ils ne font même pas semblant. Mais la France a décidé de le renverser pour éviter les retombées qui auraient pu finir en guerre civile en fait. Vu les frustrations et la réaction des Gabonais, si Bongo était passé, ça allait seulement tout casser. Donc, digne d'un grand dramaturge, le scénario était très bien pensé pour nous faire croire à une fin dont nous devons nous réjouir. Le timing était vraiment parfait. Un véritable Deus ex machina. L'événement dont l'intervention apporte un dénouement inespéré à une situation sans issue ou alors tragique. On voit ça tout le temps dans les films. Là, ils l'ont fait en réalité. C'est même d'ailleurs une pratique courante de narration, surtout ceux qui écrivent ou encore racontent des histoires. C'est une pratique courante. Et c'est donc une pratique qui a le don de donner espoir, de redonner le sourire. Ça faisait des années que l'Élysée avait des problèmes avec Bongo, qui depuis lui également de son côté faisait des pieds et des mains, il faisait de son mieux pour se maintenir au pouvoir. Déjà en 2016, la France avait tenté de l'empêcher de rester au pouvoir en fournissant à son copain devenu opposant, Jean Ping, directement et par l'entreprise du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, des soutiens de toute nature.
En effet, le Gabon avait déjà à ce moment-là entamé le processus d'adhésion au Commonwealth qui s'étend sur plusieurs années, ce qui constituait un casus belli pour la France. S'en sont suivies des relations plus que tendues avec Paris et Abidjan, jusqu'à ce que survienne l'accident vasculaire cérébral qui, à défaut de l'emporter, a réduit Ali Bongo à l'état de légume que l'on a pu observer avec un brin de commisération mêlé de dégoût depuis fin 2018. C'est à partir de ce moment que le destin des Bongo, en tant que dynastie régnant sans partage sur le Gabon, a été scellé. Car avec un Ali dont les facultés cognitives ont pris un sérieux coup, c'est son entourage, notamment sa femme Sylvia et son fils Valentin, qui ont pris les choses en main. Deux personnes qui ne se distinguent ni par leur intelligence, ni par leur doigté politique, ni par leur capacité d'analyse géopolitique. Ce qui les intéressait, c'est de continuer à s'empiffrer au détriment du peuple gabonais. Et la chute de la famille Bongo était donc devenue une question de temps. Et ce n'est pas la modification constitutionnelle effectuée pour instaurer un scrutin à un tour qui pouvait changer quelque chose, surtout avec un adversaire aussi retors que l'Élysée en face. Alors, je vais y mettre un avis ici. Je n'ai aucun problème avec les dynasties, avec les royautés ou encore avec des personnes qui mettent une vie entière au pouvoir. Je n'ai aucun problème avec ces gens-là, bien au contraire. Je déplore même la démocratie qui n'est absolument pas adaptée à l'Afrique. Et je déplore le système de la démocratie qui fait en sorte que chaque 5 ans ou chaque 7 ans, tous les processus sont modifiés. C'est compliqué comme cela. Donc, au-delà du fait que ce ne soit pas adapté à l'Afrique, je ne pense même d'ailleurs que c'est adapté à nulle part. Voilà, tout simplement. On n'a pas besoin de démocratie en Afrique. On a besoin de dirigeants qui fassent leur boulot. Même s'ils font 500 ans au pouvoir, ça n'a aucune importance. Vous pensez que si je suis dirigé par un bon roi, j'ai quoi à foutre de savoir s'il meurt au trône? Si je suis dirigé par une bonne dynastie qui fait son travail et met le peuple au centre de ses préoccupations, aucune importance que le pays porte même leur nom. Aucune importance. Le problème, ce sont les dirigeants qui ne font pas leur boulot. Peu importe quel régime politique est en place. C'est ça le principal souci. Quand on ne comprend pas ça, on se trompe de combat. Prenons un exemple. Durant les élections gabonaises que j'ai un peu suivies, j'étais désespérément surpris de toutes les prises de parole d'Ondo Ossa. Alors que c'est Ondo Ossa qui a pourtant été élu par le peuple gabonais. Pourquoi j'étais déçu? Parce qu'il n'apporte rien d'autre que le fait d'incarner celui qui est contre Ali Bongo. Et dire qu'il ne veut pas de Bongo au pouvoir suffit à contenter les gens. On est très contenté. Dire que je ne veux pas de Bongo, c'est très bien. Mais bon, en attendant, il y a un pays à gérer. C'est un grand pays avec une faible population. Il y a toute une infrastructure à bâtir. Toute une infrastructure à faire. L'éducation du pays. Le pays a des sous-sols extrêmement riches. Quels sont les éléments que vous allez apporter là-dessus? Il y a du bois à profusion, avec une variété d'arbres rarement égalée sur la planète. Et en plus, le pays est idéalement positionné avec un accès à la mer qui donne donc un accès au monde. Il ne manque rien au Gabon pour devenir un leader de la région, sauf peut-être une bonne gouvernance. Donc, changer un roi médiocre par un président médiocre ne change pas la situation en fait. Et c'est là où on fait en sorte de jouer avec nos émotions et de nous faire croire qu'il y a une évolution dans la situation. Et donc, par cette tactique-là, on divise l'opinion publique. Entre ceux qui pensent que c'est une mascarade et ceux qui pensent que c'est une libération, on nous divise pour encore mieux implémenter en fait les pièges. Parce que le temps qu'on se mette d'accord sur ce que c'est réellement, il y aura un autre délégué de l'Occident qui sera mis au pouvoir. Voilà M. Albert Ondo qui avoue avoir eu connaissance du coup d'État depuis. Et j'ajoute que moi je savais que le coup d'État était en préparation depuis près d'un an. Je suis allé à Paris, j'ai vu le CODERC, l'Élysée le sait. J'ai prévenu sur ce qui est passé. Maintenant, on attend la communauté internationale. Il a parlé de depuis un an au moins. Et il dit lui-même qu'il est allé en France pour prévenir. Ce n'est pas le comportement d'une personne soumise qui veut juste être la nouvelle personne à qui on gratte la tête en disant félicitations. En plus, il invite la France à intervenir. C'est là que j'interpelle la communauté internationale et précisément la France, qu'elle ne peut pas se déjuger. Dès lors qu'on reconnaît, on condamne le coup d'État, on doit condamner ce qui ensuite, à savoir effectivement la transition. Alors que tous les peuples sont d'accord pour dire qu'on en a assez des ingérences. Ce qui appelle encore plus au doute quant à ce coup d'État, c'est la réaction de l'Occident dans son ensemble, de l'Europe et surtout de la France qui semble prendre cela avec une telle légèreté
qui frôle même en fait l'encouragement. Ça contraste beaucoup avec les coups d'État en Guinée, au Niger, au Mali ou encore au Burkina Faso. Il n'y avait pas autant de complaisance là-bas. Est-ce que c'est un de ces fameux coups d'État positifs pour l'Occident dont on comprend très bien les mécanismes aujourd'hui? On a le droit de se poser la question. En tout cas, ce monsieur qui parle au nom de l'Union européenne semble défendre le fait que ce coup d'État soit différent de ceux que nous connaissons au Sahel. Les coups d'État militaires ne sont pas la solution. Mais il ne faut pas oublier qu'au Gabon, il y a eu des élections entachées d'irrégularités. Il y a eu des coups d'État militaires et institutionnels pour lesquels les armes ne sont pas nécessaires. Mais si je triche aux élections pour arriver au pouvoir, c'est aussi une façon irrégulière de gouverner. Pour l'instant, je n'ai vu aucune sanction, aucune menace, aucun lever de ton. On pourrait peut-être penser qu'ils ont enfin compris que ça ne les concerne pas. Mais détrompez-vous. Non seulement je suis de ceux qui pensent que l'Occident n'apprend jamais de ses erreurs quand il s'agit de commettre des actes positifs. Oui, quand c'est pour être les champions du mal, ils le font, ils corrigent leurs erreurs, ils améliorent les choses pour pouvoir nuire encore plus et toujours plus. Mais pour le bien, non, ça ils ne savent pas faire. Vous devez savoir que ce qui se passe au Gabon concerne l'Occident. Comme dans tous les pays de la zone franc, la France a de grands intérêts, des intérêts nécessaires et vitaux au bon fonctionnement de la France et de l'Europe. Et c'est bien pour ça qu'ils mettent l'œil sur tout ce qui se passe en Afrique. Le ministre des Affaires étrangères malien Abdoulaye Diop en parlait même encore récemment. Il disait que quand l'Union africaine ou toute autre organisation africaine font des réunions, l'Occident insiste toujours pour être invité alors qu'ils ne sont pas désirés et que ce n'est pas censé les concerner. Parce que lorsque l'Union européenne fait des réunions, il n'y a pas de représentants africains à l'Union européenne. Alors pourquoi est-ce que l'Occident insiste autant pour être en Afrique à chaque fois? C'est juste parce qu'ils ont de grands intérêts sur le continent. Et il en va de leur survie. Parce que sans ça, ils ne sont rien. Quoi qu'il en soit, les choses peuvent encore changer. Kémy Séba donne quelques éléments à prendre en compte avant de faire une mise sur l'évolution de la situation. On rappelle aussi qu'on a tendu la main au général Oligui en disant qu'il a le choix entre agir dans la trahison comme Damiba ou agir dans la logique d'Assimi Goïta, rupture des accords léonins avec la France-Afrique, souveraineté populaire, autodétermination, et là, on le soutiendra. Il est important qu'on vous donne quand même quelques petits éléments sur Brice Oligui. Brice Oligui, c'est le cousin d'Ali Bongo. Donc les gens qui pensent qu'il est arrivé, il a mis fin à la dynastie Bongo, c'est pas vrai. C'est un changement à la tête du clan Bongo, mais c'est pas un changement, c'est pas une disparition du clan. C'est pas un changement de système. Pour l'instant, ça peut changer, et c'est pour ça qu'on ne veut pas être absolutiste dans cette dimension, d'accord? C'est un changement de la tête du système, mais ce n'est pas un changement du système. La réaction de l'oligarchie française et de l'Union européenne qui, pour l'instant, a décidé de reprendre les activités, ils ont décidé de ne pas rapatrier leurs ressortissants, montre que, pour l'instant, il y a une collaboration silencieuse, d'accord, une cohabitation silencieuse et très douce entre le général Oligui et l'oligarchie française. On verra combien de temps ça va durer. On espère qu'il va aller dans notre direction. Important de dire que donc le général Oligui était un proche du père d'Ali Bongo, Omar Bongo, et qu'il est accusé d'avoir détourné beaucoup d'argent, des milliards de francs CFA, des millions et des millions et des millions de dollars qu'il a dépensé pour acheter des villas à Washington, etc., etc. Donc il y a beaucoup d'argent en ce qui le concerne, et c'est pas quelqu'un qui est venu au pouvoir pour l'argent. C'est aussi important qu'on le dise, mais bon. Quand on arrive au pouvoir, même si on a déjà de l'argent, on peut toujours en avoir encore plus. On sait aussi comment ça se passe en Afrique. Il a été exilé un temps à l'ambassade du Sénégal, gabonaise du Sénégal, d'accord, et il a été rappelé par la suite au Gabon. Il faut savoir que le général Oligui est très proche de Pascaline Bongo, la demi-sœur d'Ali Bongo, avec qui Ali ne s'entend pas très bien, d'accord. Il est aussi très proche de Omar Denis Junior Bongo, qui est le petit-fils de Sassou Nguesso et le demi-frère de Pascaline Bongo et de Ali Bongo. Très important, là, encore une fois, qu'on le dise. Et donc, Pascaline et Omar Denis Junior Bongo ne s'attendent pas du tout avec la personne qui dirigeait vraiment le Gabon, en l'occurrence Sylvia Bongo, la petite blanche, la française, qui se faisait gérer par tous les gardes du corps du Gabon. On se doute que ce n'est pas Ali qui l'a géré, si vous comprenez de quoi je parle. D'accord, et qui, dès qu'il y a eu le coup d'État, portée disparue, FBI portée disparue, on ne sait pas où elle est. Donc, ils étaient en froid avec Sylvia et Nourdine qui géraient le pays, d'accord. Et donc, c'est une querelle interne au clan Bongo qui a donné lieu à ce coup d'État. Nous verrons maintenant si cette querelle interne qui est validée pour l'instant par l'oligarchie française va dériver vers une voie qui sera dans le cadre de la souveraineté ou pas. Il faut savoir que Ali
sans jamais rompre les liens avec la France-Afrique. Ceux qui disent ça se trompent, à mon sens, puisque Total était toujours là. Eramet, la grande infrastructure qui gère, qui pille le manganèse au Gabon sans jamais redistribuer aux populations, d'accord, est toujours là. Donc il n'y a pas de problème. La France-Afrique n'a jamais été un problème pour Ali. Simplement, Ali voulait diversifier dans un cadre de multilatéralisme pro-occidental. Les Chinois aussi étaient dedans, mais de multilatéralisme, il a diversifié les partenariats. C'était ça sa logique, d'accord. Et il était devenu gênant, un allié, mais un allié gênant pour la France-Afrique qui voulait renouveler un petit peu la facette. Donc eux qui étaient au courant depuis très longtemps des volontés, des velléités d'un certain nombre de gens pour faire un coup d'État, ils ont laissé faire. Et pour l'instant, ils sont rassurés par la dynamique du général Oligui. On verra combien de temps ça durera. Soyons vigilants. On peut encore observer la situation et voir comment ça évolue. Je pense donc que Kémy Séba a très bien résumé la situation. Pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, de sciences humaines et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêt à toute éventualité. Je vous encourage donc à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager en statut WhatsApp, sur Facebook ou même ailleurs. C'est totalement gratuit et ça nous fait plaisir. On se retrouve dans une prochaine vidéo.